L'officier était penché sur le corps de son partenaire. Il se vidait de son sang, touché par un tir de fusil d'assaut. À quelques mètres, dans les buissons, gisait un homme mort. Un cultivateur de marijuana, lié au crime organisé. Un autre, celui qui avait tiré sur l'officier, fuyait à travers bois. L'officier attendait l'hélicoptère. Il ne savait pas s'il arriverait avant que son partenaire ne perde connaissance. À proximité, une vaste plantation, 23 000 pieds, poussant dans le parc de Sierra Azul. C'était le 5 août 2005. Alors que l'escouade pénétrait sur la plantation, elle est tombée dans une embuscade. Les hommes du cartel, pour protéger leur opération à plusieurs millions d'euros, ont ouvert le feu. Une fusillade a éclaté. Une balle de Kalachnikov a traversé les jambes du jeune officier. Il a dû attendre 3 heures atroces pour être évacué. C'était la première fois qu'un policier américain était blessé et presque tué par une balle tirée par un cultivateur de marijuana. D'autres événements ont suivi, fusillades, poursuites, corps cachés dans des ravins. Les hommes armés défendaient leur champ. Les officiers défendaient la loi. Aujourd'hui, on va parler de ce que les cartels font aux forêts américaines. Mais d'abord, comme toujours, un café. Et un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo au cas où vous oublieriez. Revenons en 2012. Tôt le matin, juste avant l'aube, des agents se sont rassemblés sur un champ sec du comté de Kern. Tenue de camouflage, gilet pare-balles, fusil sur le dos, ordre chuchoté. Avancez discrètement, pas de mouvement brusque, armes chargées. Les hommes ignoraient ce qui les attendait. Des trafiquants armés ou des ouvriers épuisés endormis dans les buissons sur des matelas déchirés. Après 20 minutes de conduite tout feu éteint sur une mauvaise piste, les pick-up se sont arrêtés à 1,5 km de la cible. Les agents se sont déployés. 2 agents équipés de matériel de vision nocturne ont pris position sur la crête pour surveiller le canyon. Personne ne devait s'échapper. Les autres se sont cachés dans les fourrés de sumac, attendant le signal. L'opération devait commencer en même temps qu'un raid à Bakersfield qui devait permettre d'arrêter les chefs du gang. Les officiers ignoraient combien de personnes se trouvaient sur la plantation. Les caméras thermiques des avions n'avaient repéré personne et les caméras au sol n'avaient détecté aucun mouvement depuis plus d'une semaine. Les cultivateurs étaient sans doute déjà partis. Mais peut-être pas. Le groupe s'est mis à avancer à travers les broussailles épaisses. Un agent du service des forêts a lâché son chien qui a flairé une piste. Quelques minutes plus tard, il s'est mis à aboyer. « Il y a du mouvement ! Main en l'air !» a crié l'agent. De telles scènes sont devenues monnaie courante en Californie. Elles font partie d'une campagne coûteuse et épuisante visant à éliminer les plantations de marijuana et à démanteler les groupes qui les dirigent. Depuis les années 2000, les plantations de marijuana ont poussé comme des champignons aux États-Unis. Une conséquence du boom du cannabis médical. Le marché a grandi, la demande a explosé et le marché noir de même. En 2001, la Californie a saisi quelques centaines de milliers de pieds. En 2010, 7,4 millions, et la plupart des plantations sont bien cachées dans des forêts. En 2016, le service des forêts et le département de la faune et de la flore de Californie ont recensé plus de 1,5 million de pieds sur des terrains publics, 50% de plus que l'année précédente, et certaines zones étaient passées inaperçues pendant des années. En 2017, rien qu'en Californie, il y avait entre 3 et 4 000 plantations cachées contrôlées par les cartels mexicains. La plupart sont situées au fond des bois, impossibles à atteindre en une seule journée, mais certaines se trouvent à seulement 1,5 km de la route. Pourtant, elles sont difficiles à repérer depuis les airs. La canopée dissimule les clairières, les terrasses, les systèmes d'irrigation de fortune et les sacs de produits chimiques éparpillés le long des sentiers. La forêt couvre le crime. Cependant, chercheurs et gardes forestiers préviennent, les conséquences de ces crimes peuvent durer des générations. L'eau et la faune sont lentement empoisonnées par les insecticides et autres produits chimiques utilisés pour cultiver la marijuana. Chaque année, des centaines de nouveaux sites apparaissent sur les 8 millions d'hectares de forêt de Californie. Le sol est érodé, l'eau est contaminée et la terre est salie de fosses, de décharges, de douilles, de bouteilles de propane vides. Résultat d'un marché noir brassant des milliards. 95% des cultures illégales sur des terrains publics sont sous le contrôle de trafiquants étrangers, notamment le cartel de Sinaloa et le CJNG ou cartel de Jalisco, des groupes qui disposent de beaucoup d'argent.
Pour établir des plantations et en prendre soin, les cartels embauchent jusqu'à 10 000 personnes. Les cultivateurs sont souvent armés et ils ont un avantage. Ils connaissent le terrain, ils entendent les intrus approcher et ils opèrent rarement seuls. Ainsi, les gens qui tombent par hasard sur ces plantations risquent d'être blessés ou tués, même sur leur propre terre. Les forces de l'ordre, y compris les agents du service des forêts et ceux de la DEA qui traquent ces plantations, sont en danger de mort. Oui, encore plus que les autres unités. En effet, c'est un travail très dangereux. Pour comprendre à quoi ressemblent ces plantations, examinons l'une d'elles qui a été découverte au cœur de la forêt de Shasta Trinity, en Californie, en 2019. À l'époque, des agents armés du service des forêts ont dû descendre une pente raide au-dessus d'un ruisseau, se faufiler dans les fourrés de sapins de Douglas, d'arbousiers et d'érables pour atteindre le site. L'endroit ne payait pas de mine, des terrasses taillées à la main dans la colline. La terre était marquée avec des signes d'incendie et les arbres brûlés ainsi que les jeunes pousses cachaient le site à la vue. Autour de la plantation, ils ont trouvé 1300 kg de déchets. Vêtements, bouteilles de propane, bouteilles en plastique, déchets alimentaires, sacs d'engrais et bouteilles d'insecticides, ainsi que 5 km de tuyaux en plastique. Tout ça suggérait que le site était utilisé depuis longtemps, des années. Le service des forêts a évacué une bonne partie des déchets par hélicoptère. Les membres du cartel ne s'inquiètent pas pour si peu. Pour eux, les plantations de marijuana sont un business comme un autre, vaste, bien organisé et très rentable. Sur le site de Shasta Trinity, on cultivait 9000 pieds. La récolte entière valait environ 1,3 million d'euros en 2019. Aujourd'hui, les profits seraient sans doute bien plus élevés. En moyenne, une plantation compte environ 2000 pieds et produit plusieurs tonnes de marijuana. De nouvelles variétés de cannabis permettent de récolter plus de produits par pied, ce qui signifie de plus gros profits. Mais établir une telle plantation nécessite bien sûr de gros investissements. C'est pas un simple carré de buisson au milieu des bois qu'on peut négliger. Non, il faut des kilomètres de tuyaux d'irrigation, des tonnes d'engrais, de la logistique, de la planification et de la main-d'œuvre, dont des gardes armés présents toute la saison. Certaines plantations sont protégées par des pièges, comme des fosses dotées de pieux pointus. Ces pièges ne coûtent pas cher, mais leur installation prend du temps. Au total, un cartel peut investir entre 215 000 et 430 000 euros dans une récolte qui lui rapporte 2 à 3 fois ce montant. Et tant pis si le service des forêts effectue des raids, la perte de quelques parcelles au profit des autorités est acceptable. Les cartels établissent des dizaines de plantations, ils savent que certaines seront découvertes. Mais les profits couvrent largement les pertes. Concernant l'emplacement des plantations, les cartels ont leurs préférences. Les principaux lieux de culture sont les comtés de Trinity, Mendocino et Humboldt. Ensemble, ils forment le triangle d'Emeraude, une zone montagneuse et densément boisée du nord de la Californie, connue pour la production de marijuana tant légale qu'illégale. Les cartels profitent des conditions parfaites, isolement, terrain accidenté, camouflage naturel. Même depuis les airs, depuis un hélicoptère de police, les champs illégaux ressemblent à des champs légaux. Seule solution, recouper les données géographiques et vérifier chaque permis. Dans le seul comté de Trinity, il y a 380 permis actifs ou en attente. Il existe d'autres lieux appropriés, bien sûr. En particulier, les criminels adorent les zones isolées dans les parcs. Le risque d'être repéré y est minime. Face à l'ampleur du problème, les États-Unis ont créé une unité dédiée aux plantations de marijuana gérée par les cartels, l'équipe de répression de la marijuana ou MET. Elle appartient au département de la faune et elle comprend des officiers formés tactiquement, des snipers, des spécialistes de la survie, des unités canines, des hélicoptères et des troupes de la garde nationale. Bref, une opération à grande échelle. L'équipe a 3 tâches principales. D'abord, arrêter les criminels et les traduire en justice. Ensuite, détruire les cultures, toxiques et hautement nocives avant qu'elles n'atteignent le marché noir. Enfin, pour finir, restaurer l'environnement dans les zones cultivées, en retirant les systèmes de drainage et les camps, en nettoyant les toxines, les déchets, etc. Les chiffres des 5 premières années étaient stupéfiants. Le MET a effectué 800 raids, détruit 3 millions de pieds de cannabis et 30 tonnes de produits transformés. Il y a eu 973 arrestations, 90% concernaient des immigrants mexicains illégaux liés au cartel. Plus de 600 armes ont été confisquées.
De plus, l'unité a nettoyé 450 tonnes de déchets et de produits chimiques, arraché 455 km de conduite et démantelé 793 barrages de fortune utilisés pour détourner l'eau au plus fort de la sécheresse en Californie. Mais tout ça n'est qu'une fraction du problème. Les pires dégâts ont lieu dans les zones les plus isolées et fragiles, dont des terres tribales. Malgré le travail du MET et des autres agences, il n'y a pas assez de ressources. Il y a des milliers de producteurs illégaux qui savent très bien qu'ils sont plus nombreux que les policiers et les gardes forestiers. Surtout dans des endroits comme le comté de Trinity, où les montagnes, les forêts et le manque d'infrastructures rendent la tâche presque impossible. Il faut 4 heures pour parcourir le comté du nord au sud. Quant aux adjoints du shérif, au total, il n'y en a que 22. Du moins en 2023. Souvent, ils ne sont que 2 à opérer sur une zone de 8000 km². 2 fois la taille de Rhode Island. Les cultivateurs sont postés en haut des collines, ils entendent les convois de police arriver de loin et ils voient les nuages de poussière sur les routes. Les criminels ont tout le temps de disparaître dans les bois avant que la première voiture n'arrive, évitant ainsi l'arrestation. Parfois, on trouve des graffitis sur les plantations, comme ce camion blanc marqué de CDS Patrulla en espagnol, c'est-à-dire Patrouille du cartel de Sinaloa. Ce genre de marquage est courant au Mexique, il sert à intimider les gens. On dirait bien qu'en Californie, ils font la même chose. Mais tout n'est pas une question de chiffres. Les cartels sabotent le travail des autorités et ils font tout pour compliquer leur capture. Par exemple, ils dégradent les routes menant aux plantations. Ils en font des sentiers chaotiques creusés de nids de poules où les SUV de la police doivent se traîner à 16 km/h. Ça leur fait perdre du temps et ça révèle leur présence à cause de la poussière et du bruit. Au contraire, les cultivateurs se déplacent sans difficulté dans les montagnes car ils sont habitués à une conduite extrême. Parfois, les cartels retirent les panneaux de signalisation pour désorienter les voyageurs. Dans d'autres cas, les enquêteurs ont trouvé des fusils d'assaut avec des lunettes et des silencieux bricolés, des gilets pare-balles et des chiens de garde. Le plus souvent, ces derniers étaient bien mal en point. Mais les chiens ne sont pas les seuls à souffrir. Dans les forêts, on trouve des cadavres d'animaux sauvages, renards, pumas, cerfs, ours, tous victimes des poisons utilisés par les cartels pour protéger leur culture. Ces produits sont destinés aux insectes et aux rongeurs, mais en fin de compte, ils affectent tout le monde. Surtout, l'un des poisons les plus mortels, le carbofurant. Il est interdit aux États-Unis, dans l'UE et au Canada, mais il est encore utilisé dans de nombreux pays, dont le Mexique. Un quart de cuillère à café suffit à tuer un ours noir de 130 kg. Alors vous imaginez ce que ça fait aux animaux plus petits. Et cette substance persiste longtemps dans l'écosystème. On l'a trouvée dans le sol, les plantes, le cannabis, l'eau, les outils et même la végétation locale. On peut prendre n'importe quelle partie de la forêt près de la plantation et y trouver des traces de poison. Le carbofurant est si toxique qu'il tue même les mouches qui se posent sur de la viande en décomposition. Or, une dose infime peut suffire à tuer une personne. Mais il n'y a pas que le carbofurant, il y a aussi la brométaline, un poison mortel pour les rats qui rongent les tiges de cannabis à la recherche d'humidité. C'est comme un effet domino. D'abord, un petit animal est touché, puis un prédateur le mange et meurt à son tour. Parfois, ça ne s'arrête pas là, comme cette fois où on a trouvé un renard et un vautour côte à côte. Le renard est mort en premier et l'oiseau a suivi car il a mangé de la viande empoisonnée. Les gardes californiens sont souvent témoins de tels cas, et pas seulement dans les forêts, mais aussi dans d'autres réserves et écosystèmes protégés. Il y a même une espèce qui est au bord de l'extinction en raison de l'empoisonnement causé par les activités des cartels. Et ça ne fera qu'empirer. Mais comme je l'ai dit, les cartels ne font pas qu'utiliser des terrains publics et empoisonner les animaux, ils volent aussi l'eau, et à grande échelle. En Californie, où les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et durent plus longtemps, c'est particulièrement dangereux. Dans la vallée d'Antelope, 11 millions de litres d'eau disparaissent quotidiennement à cause des fermes illégales. Imaginez, à l'échelle de l'État, l'eau est volée de plusieurs manières. Les cartels se branchent sur des bornes d'incendie, ils pompent l'eau des puits et parfois ils volent directement les paysans au milieu de la nuit. Ensuite, l'eau volée est chargée dans des camions-citernes et transportée jusqu'aux cultures. Quant aux conséquences, elles ne se limitent pas à causer des pénuries pour les autres. Les chercheurs parlent de pollution de l'eau généralisée, car certaines plantations sont situées au-dessus d'un ruisseau ou de ses affluents. Les produits chimiques, dont certains sont très toxiques, s'infiltrent dans le sol et dans le système hydrique. Ainsi, il n'y a pas que les plans d'eau qui souffrent, poissons et organismes aquatiques sont aussi affectés. Les dégâts ne se limitent pas à une parcelle de terrain, ils se propagent à tout l'écosystème.
Il y a encore une autre menace, les incendies. Et bien sûr, il n'y a pas que les animaux qui en souffrent, mais aussi les humains, car au-delà des montagnes se trouve Los Angeles, l'une des zones les plus peuplées des États-Unis, abritant 19 millions de personnes. Selon les écologues, 80 à 85% de la marijuana illégale cultivée sur des terrains publics provient des forêts de Californie et 4 d'entre elles entourent Los Angeles. Chaque fois que les cartels installent leur culture dans les forêts fédérales sèches de l'État, ils mettent des millions de personnes en danger. Les risques sont énormes. Les cultivateurs vivent sur les parcelles pendant des mois, ce qui aggrave le risque d'incendie. Cigarettes, réchauds, boîtes de chauffage. Parfois, ils mettent même délibérément le feu à la forêt. Au moins 13 incendies au cours des 12 dernières années étaient liés à des plantations illégales. L'un d'eux, l'incendie d'Olan de 2020 à Los Padres, a brûlé 50 000 hectares. Au total, depuis 2009, les incendies causés par les opérations de culture illégales ont détruit au moins 110 000 hectares de forêts californiennes. Et selon le service des forêts, le chiffre réel est bien plus élevé. Identifier la cause d'un incendie est souvent impossible et la plupart des cas passent sous le radar. Mais il y a un autre problème. Les saisons se chevauchent. La saison de la culture de la marijuana coïncide avec celle des incendies, ce qui épuise les ressources. En conséquence, la police, censée arrêter les cultivateurs, se retrouve obligée d'aider à évacuer les gens et à combattre les incendies. Et les plantations ne sont pas dangereuses que pour les animaux et la nature, mais aussi pour les personnes qui y travaillent. Des milliers d'ouvriers, surtout des migrants, terminent dans les forêts du nord de la Californie et du sud de l'Oregon sous le contrôle de gangs criminels. Ils sont attirés par la promesse de bonnes conditions de travail et d'un bon salaire, mais une fois sur place, ils découvrent la triste réalité. Loin de l'image des paisibles jardins communautaires des années 70, ils voient des clôtures, des agents de sécurité, des chiens de garde et des armes. À l'extérieur du périmètre, un isolement total. À l'intérieur, des cabanes en contreplaqué sales et sans eau courante, douche ou toilette. La nuit, la température descend sous les 0 degrés Celsius et la neige persiste dans la forêt jusqu'en avril. Les conditions sont inhumaines. Certains ouvriers dorment dans des remorques non ventilées et ils meurent d'une intoxication au monoxyde de carbone. D'autres se font confisquer leurs passeports, visas et téléphones jusqu'à la fin de la récolte. Et puisque les cartels sont à la manœuvre, s'échapper ou parler à la police signifie la mort pour la personne et sa famille. Certains ouvriers ne sont pas payés du tout. Un homme venu d'Espagne, par exemple, s'était vu promettre 102 000 €, mais il n'en a reçu que 255. Quand il a réclamé son dû, il s'est fait tirer dessus. Il est parvenu à s'échapper, mais il est resté caché dans les bois pendant des jours. Et il a eu de la chance, car beaucoup d'ouvriers disparaissent sans laisser de traces. La région est vaste et les corps sont rarement retrouvés, ce qui inquiète le procureur du comté de Trinity. Il affirme que la nature pourrait cacher beaucoup de choses. Fosse commune, centaines de personnes réduites en esclavage. Personne ne le sait vraiment, car parcourir ces bois est presque impossible. Quant aux ouvriers qui ont réussi à s'enfuir, ils n'osent pas témoigner. Se retrouver sur la liste noire des fermes, c'est la garantie de ne plus jamais toucher un centime. Et beaucoup n'ont nulle part ailleurs où aller. La légalisation de la marijuana en Californie, entrée en vigueur en 2016, n'a pas arrêté les cartels. Au contraire, leur intérêt n'a fait que croître. Le marché vaut maintenant des dizaines de milliards d'euros et les syndicats criminels ne veulent pas rater ça. En plus des groupes mexicains, des cartels chinois et cubains utilisent les États qui ont légalisé la marijuana comme couverture pour en fournir là où elle est interdite. Ils continuent à travailler en secret car c'est moins cher. Pas de taxes, pas de règles de sécurité au travail, pas de contrôle. Ils peuvent payer les ouvriers 3 fois rien ou ne pas les payer du tout, à force de menaces, ce qui réduit le coût du produit final. De plus, les criminels n'ont aucune limite géographique. Les commerces déclarés ne peuvent pas vendre en dehors de l'État, mais les cartels font ce qu'ils veulent. Ils expédient la récolte là où la marijuana est illégale et ils engrangent les profits. Par ailleurs, on ne cultive pas qu'en forêt. En 2018, les autorités ont mené une grosse opération dans la région de Sacramento. Des perquisitions ont eu lieu dans 74 maisons. Résultat, des procédures de confiscation d'actifs ont eu lieu à hauteur de plusieurs millions d'euros. Comprenez-moi bien, on parle de maisons ordinaires où des familles auraient pu vivre, mais à la place, elles servaient à la production, ce pourquoi les bâtiments n'étaient pas prévus. Une fois, des officiers sont passés à travers un plancher pourri.
Une autre, ils ont trouvé des fils fondus, des panneaux électriques brûlés et des branchements de fortune sur le réseau de la ville. Ailleurs, les criminels avaient creusé les fondations pour se connecter illégalement au réseau pour éviter de payer. Outre les économies, il s'agissait de cacher l'existence de la maison. Après tout, cultiver de la marijuana demande énormément d'électricité. On trouve de telles maisons dans tous les États où l'herbe est légale. Les cartels en louent ou en achètent des centaines, les faisant passer pour des résidences ordinaires. Dans le comté d'El Paso, des journalistes ont recensé de nombreux incidents. De plus, un officier de la brigade des stupes a affirmé que les incendies étaient monnaie courante. Imaginez le danger pour les ouvriers qui doivent travailler dans ces conditions. Les agences fédérales disent que les organisations transnationales sont particulièrement actives en Californie, au Colorado et dans l'État de Washington. Pourquoi ? Car il est impossible de tout contrôler. C'est dans ces États que les criminels peuvent le plus facilement se fondre dans le système légal afin d'expédier de la drogue à travers le pays sans difficulté. Il faut pourtant combattre le problème, sans oublier de restaurer les forêts après le passage des cartels. Malheureusement, ça nécessite énormément d'efforts et d'argent. Par exemple, dans une seule section de la forêt nationale de Cleveland, on a collecté 1,5 tonne de déchets en une seule journée, 1,5 km de tuyaux, 500 kg d'engrais et des dizaines de bouteilles de pesticides interdits. Certains déchets étaient si gros qu'ils ont dû être évacués par hélicoptère. Et c'était qu'un site parmi plus de 40 nettoyés en Californie en 2021. Le coût moyen d'un tel travail est de 34 500 € par site, sans compter l'élimination des déchets dangereux. De telles opérations à grande échelle ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il y a trop de plantations illégales et les dégâts sont incalculables. Aussi, pendant que certains nettoient les forêts, d'autres essaient d'empêcher l'apparition de nouvelles plantations. Entre autres, les producteurs légaux participent à la lutte. L'an dernier, ils ont injecté des centaines de millions d'euros dans le budget de l'État. 20% des taxes sur la culture et la vente de marijuana vont à la protection de l'environnement. Pourtant, le problème n'a pas disparu. Les opérations des cartels continuent. En septembre 2024, une opération sur 2 jours a eu lieu dans le comté de Sacramento. 36 000 pieds de marijuana ont été saisis dans le sud du comté. Ça représentait 10 parcelles que les autorités pensaient liées à un cartel. Les sites étaient dans des zones difficiles d'accès. Certaines équipes ont dû être héliportées. Pour cacher les plants, ils étaient dissimulés parmi des cultures légales comme du maïs. Ces tiges épaisses couvraient parfaitement les cultures interdites. Malheureusement, l'éradication de la culture illégale de marijuana en Californie n'a pas encore eu lieu. Il y a quand même une bonne nouvelle. Selon le spécialiste régional de la faune Mourad Gabriel du service des forêts, c'est possible, mais seulement avec un financement stable et à la hauteur. Selon ses estimations, résoudre complètement le problème nécessiterait entre 17 et 20 millions d'euros sur 5 à 8 ans. Mais en 2021, d'après Gabriel, seulement 10 à 12% de ce montant était alloué chaque année. Pourtant, quand les ressources sont là, le travail porte ses fruits. Gabriel insiste, quand une zone est nettoyée et restaurée, les cultivateurs ne reviennent pas. C'est pourquoi le problème du financement est crucial. C'est pas un cache-misère, mais un moyen durable de corriger l'action des cartels et d'empêcher que ça ne se reproduise. Vous me devez un like. À plus.